Hello, 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 hello. Alors, bienvenue à un autre preview pour ce qui est de la saison 2022-2023 de la LNH. Et cette fois-ci, on s'attaque aux Blues de Saint-Louis. Et c'est une organisation qui, je trouve, trop souvent par les différents analystes est peut-être mis un petit peu de côté concernant les équipes qui peuvent être des Cup contenders au travers de la LNH parce que c'est probablement une des équipes les mieux balancées au travers de la LNH. C'est un affaire comme je pense, c'est peut-être 6 joueurs qui ont 20 buts et plus, peut-être 2 ou 3 qui ont 30 buts et plus lors de la dernière saison du côté des Blues de Saint-Louis. C'est une organisation, honnêtement, qui est faite pour les séries éliminatoires. Puis c'est peut-être l'organisation qui a donné le plus de fil à retordre dans la conférence de l'Ouest, bien entendu, à l'Avalanche du Colorado. Parce qu'on peut pas vraiment dire que c'est les Prédateurs qui ont donné le plus de fil à retordre. Et puis les Oilers, plus ou moins aussi. Tandis que du côté des Blues de Saint-Louis, on a donné du fil à retordre à l'Avalanche du Colorado, qui sont quand même les champions en titre. Puis je pense que tout le monde s'entend pour dire que l'Avalanche du Colorado, c'est une machine de hockey. C'est un peu comme le Lightning de Tampa Bay dans l'Est. C'est vraiment une machine qui est faite pour gagner. Fait du côté des Blues de Saint-Louis, on a une excellente équipe. On a une équipe qui, à peu près, les trois premières lignes ont fourni sur un point de vue offensif. On a une équipe qui est complète, qui est bonne au niveau défensif aussi, qui est bonne au niveau offensif. On a eu des bonnes saisons coup-ci, coup-ça pour ce qui est de Bennington parce que c'était le même. Mais pour ce qui est de Ville Husso, il avait connu une bonne saison de manière générale. Ville Husso, en saison régulière, il y avait 40 matchs, 2,56 de moyenne, 919 d'efficacité, Ville Husso. Avec une bonne saison pour lui. Jordan Bennington, par opposition, lui, c'est 37 matchs, 3,13 de moyenne, 901. Fait que vous voyez la différence. Par contre, ça a été le contraire. En séries éliminatoires, c'est le contraire. Ville Husso commence les séries éliminatoires en 7 matchs, 3,67, 890 d'efficacité. On prend Bennington en relève, 6 matchs, 1,72, 949. Fait que, honnêtement, Bennington a été fumant en séries éliminatoires comparativement à Husso. Mais Husso avait connu une meilleure saison régulière. Fait que, bref, on avait eu quand même, de manière générale, on a une bonne équipe. Et la preuve qu'on pourrait amener, c'est Pavel Buchnevich, première saison à Saint-Louis, meilleure saison en carrière. Ça tape de même. On a eu aussi Ivan Barbachev, meilleure saison en carrière. Lui, il vient pas l'arriver par contre, mais vous comprenez un peu la logique. Donc, à peu près toutes les statistiques ont été relativement bonnes dans cette organisation-là. Fait que c'est une équipe qui est bien balancée, c'est une équipe qui est faite pour aller en série, c'est une équipe qui est faite pour aller même, je dirais, loin en séries éliminatoires. Alors, on revient avec le même coach, puis il n'y a pas vraiment de raison de changer quoi que ce soit. L'organisation va bien, donc il n'y a aucune raison de changer quoi que ce soit. Donc, on a Berube et Armstrong, donc ça l'a pas changé au niveau du coach et du directeur général. Pour ce qui est de la saison 2020-21, on parle de 27 victoires, 20 défaites, 9 défaites en prolongation pour un total de 63 points. On était 15e dans la LNH. Et puis là, l'année passée, on parle de 49 victoires, 22 défaites, 11 défaites en prolongation. 49, dis-je bien, je pense que j'ai dit 42, mais 49 victoires, 22 défaites, 11 défaites en prolongation. Donc, c'est quand même 49 victoires pour 33 défaites. Fait que l'équipe a gagné quand même pas mal plus souvent qu'elle a perdu. 109 points en termes de total. On a terminé quatrième dans l'Ouest et neuvième dans la LNH. Donc, on est passé de 15e en 2020-21 à neuvième pour 2021-22. Fait qu'il y a eu une amélioration au niveau de nos performances. Puis, tu sais, il faut donner aussi une mention honorable, c'est vrai, à un gars qui est plus là, David Perron. David Perron qui a connu une excellente saison régulière, en plus de connaître des séries éliminatoires qui étaient vraiment exceptionnelles. 67 matchs en saison régulière, 27 buts avoisiner les 30 buts quand même. 27 buts, 30 passes, 57 points. Et en séries éliminatoires, en 19 matchs, 9 buts, 4 passes, 13 points pour David Perron, le petit Québécois. Donc bref, on a eu quand même une très bonne saison de la part aussi de David Perron. Puis ça, c'est un gars qui va manquer probablement à O'Reilly parce que c'était un de ses partenaires de ligne. Puis ça, c'est un fait intéressant aussi, autant que je vous avais mentionné lors de Seattle, quand j'ai fait le preview du Kraken, on a joué beaucoup avec nos lignes du côté de Seattle. Puis c'est normal, les joueurs ne se connaissaient pas. Du côté de Saint-Louis, c'est le contraire. Les lignes ont été relativement stables presque toute l'année. Fait que c'est assez facile de construire l'alignement de l'organisation approximatif, bien entendu, parce que les lignes ont été relativement stables toute l'année. Fait que bref, un symbole de stabilité et de profondeur, les Blues de Saint-Louis. C'est intéressant comme organisation, ça, guys. Une moyenne de buts marqués de 3,77, c'est la quatrième meilleure attaque de la LNH. Une moyenne de buts encaissés de 2,91, c'est quand même bon. Ça fait pas partie du top, mais c'est quand même bon, 2,91. Un avantage numérique à 27%, c'est le deuxième meilleur avantage numérique de la Ligue. Un désavantage numérique à 84,1%, c'est le cinquième des avantages de la Ligue. Fait que
on a réussi à être performant à peu près à tous les niveaux du côté des Blues de Saint-Louis. Puis on a eu des gars qui ont fait plus qu'un point par match. Fait qu'il n'y a absolument rien à se plaindre de ce côté-là. En termes de conférence, on termine 4e dans l'Ouest. On termine 9e dans la LNH. On se fait éliminer en deuxième ronde contre l'Avalanche du Colorado. Mais l'Avalanche du Colorado est en mission. Il faut le mentionner. Les Blues ont passé proche. Très proche de pouvoir amener ça à un match numéro 7. Mais bref, malheureusement, ça ne s'est pas donné. Il aurait pu passer l'Avalanche du Colorado. C'est à peu près la seule équipe qui a vraiment donné une opposition dans l'Ouest à l'Avalanche du Colorado. Le meilleur en termes de buts aura été Vladimir Tarasenko avec un total de 34 buts. Mais comme je vous dis, il y a un paquet de joueurs qui ont fait 20 buts et plus dans cette organisation-là. Fait qu'il n'y a pas vraiment de complexe pour ce qui est des autres joueurs non plus. Puis il me semble qu'il y a comme 2 ou 3 joueurs qui avaient 30 buts dans l'organisation. Fait il reste quand même Tarasenko et le meilleur buteur de l'organisation avec 34 buts. Le meilleur en termes de points aura été Tarasenko avec 82 points. On se rappelle qu'il était disponible pour le Kraken. Le meilleur défenseur à caractère offensif, c'est Falk. Mais dans le cas de Falk, c'est 76 matchs, 47 points, plus 41. Plus 41, d'ailleurs, c'est le meilleur différentiel plus moins de toute l'organisation. Mais il faut mentionner que Torrey Krug a été blessé. Il a été limité quand même à 64 matchs. Fait que il y a fort à parier que Krug, 64 matchs, 43 points, s'il avait joué une saison complète, aurait dépassé Falk, 76 matchs, 47 points. Fait que tu sais, je veux dire, à ramener ratio points par match, Krug va être favori, mais c'est Falk en termes de points absolus qui a eu le plus de points. Alors ici, on a nos 3 espoirs du alacoupe.ca. C'est en fait 3 espoirs qui sont les plus proches d'atteindre la LNH du côté des Blues de Saint-Louis. Alors, sous la plume de notre chroniqueur Anthony Saint-Amand, vous allez avoir un texte beaucoup plus complet sur ces 3 espoirs-là qui pourraient peut-être crack l'alignement dès cette année. Dans un cas particulier, il m'a dit probablement plus l'année prochaine, mais procédons. Alors, on va y aller avec le premier espoir ici, c'est Scott Perunovich. Scott Perunovich est un défenseur de 24 ans qui a évolué en partie dans la Ligue américaine l'année passée. Il a joué un peu dans la LNH aussi. Dans la Ligue américaine, 17 matchs, 3 buts, 19 passes, 22 points. Très bien paru dans la Ligue américaine du côté de Perunovich. Dans la LNH, on parle de 19 matchs et de 6 assists, donc 6 points. C'est un joueur qui est un défenseur à petit gabarit, très mobile et excellent offensivement. C'est un gars qu'on pourrait comparer un petit peu à un style de jeu de Torrey Krug, c'est-à-dire un joueur qui est relativement petit et qui aime beaucoup se porter à l'attaque, qui aime beaucoup être dynamique au niveau de l'attaque. Alors, c'est un gars que il y a encore des lacunes au niveau de son style de jeu défensif, ce qui fait que c'est peut-être pas hyper pertinent de te le faire jouer pour l'instant, en tout cas, dans le top 4, parce qu'il y a trop de lacunes dans son style de jeu défensif. Mais ça peut être intéressant de l'utiliser sur une troisième paire et en avantage numérique. Ça peut être quelque chose qui serait intéressant du côté des Blues de Saint-Louis. Dans le cas particulier ici de Perunovich, moi je l'ai mis comme scratch avec une petite croix pour mentionner comme quoi il est blessé. C'est qu'au moment de filmer cette vidéo-là, il n'y a pas de date confirmée pour son retour au jeu. Fait que là, même l'entraîneur Berube, il n'est pas certain s'il va être prêt pour le début de la saison régulière. Fait que moi je l'ai mis scratch, mais je ne sais pas s'il va être là pour le début de la saison régulière. Fait que bref, il reste quand même dans l'entourage de l'équipe parce qu'il a très bien fait au niveau de la Ligue américaine l'année passée. Fait que je pense que ça en dit quand même assez long sur sa possibilité de faire la LNH. Puis il y a des gars aussi que j'ai introduits parce que là, on a Marco Scandella qui est blessé à long terme du côté des... blessé à long terme, je pense 5 mois, 6 mois, quelque chose de même. En tout cas, bref, il commence pas la saison avec les Blues. Fait que, tu sais, ça peut laisser un espace là, au niveau. Là. Il y a Mikola qui serait tassable, Bertuzzo un peu aussi. Donc, bref, ça serait jouable là, pour Perunovich. En termes de deuxième espoir, on va y aller avec Jake Negbauer. C'est un ailier gauche de 20 ans qui a évolué au niveau de la Ligue de l'Ouest au Canada, au niveau junior. En 30 matchs, il a 17 buts, 28 passes, 45 points. Au niveau de la LNH, il a évolué un petit peu en fin de saison. 9 matchs, 1 but, 1 passe pour 2 points avec les Blues de Saint-Louis. C'est le capitaine des Oil Kings de Edmonton. Il a participé entre autres à la Coupe Mémoriale avec les Oil Kings. C'est un joueur qui est qualifié comme étant très complet, mais surtout très physique. Et c'est ce qui fait que, d'après moi, il peut avoir une place dans la LNH dès cette année. Si c'est un gars qui n'a pas peur de s'impliquer physiquement, même s'il ne produit pas énormément offensivement, il peut amener cet apport-là à l'organisation de présence physique. Ben, à ce moment-là, on a une place pour lui, je crois, au niveau de l'alignement partant au début de la saison chez les Blues de Saint-Louis. Encore faut-il qu'il réussisse à se prouver au travers du camp d'entraînement, qu'il mérite sa place, tout ça. Ça, j'ai pas ces informations-là au moment de filmer. Mais je pense que c'est
faisable de l'insérer dans l'alignement dès cette année. Ensuite de ça, on y va avec Zachary Bolduc, un joueur de centre de 19 ans qui évolue avec les Remparts de Québec dans la LHJMQ. En 65 matchs, il a 55 buts, 44 passes pour 99 points. Bonne saison offensive pour ce qui est de Zachary Bolduc. C'est un gars qui est excessivement fort physiquement, mais qui devrait théoriquement retourner junior là, pour cette année. Fait que, probablement qu'on ne le verra pas professionnel cette année. Ça ici, c'est l'alignement que je vous propose, mais je vais être honnête avec vous, l'alignement que je vous propose ressemble beaucoup. Parce que comme je vous dis, on n'a pas changé énormément les lignes du côté de Saint-Louis. Donc on était assez stable au niveau des compositions de lignes. J'imagine qu'on croit à ce genre de mentalité-là du côté de Craig Berube, c'est-à-dire que les joueurs se reconnaissent plus facilement quand ils sont souvent ensemble. Donc j'ai essayé de garder les lignes qui ressemblait pas mal à ce qui était l'année passée. Donc, dans le cas ici de Buchnevich, Thomas et Tarasenko, c'est une ligne qui a été très utilisée l'année passée, une des plus utilisées d'ailleurs. Puis, la plus utilisée, c'était Sad O'Reilly avec Perron. Ça, c'était la plus utilisée. Mais sinon, après ça, c'était Buchnevich, Thomas, Tarasenko. Donc là, c'était nos deux lignes du top 6. Fait que notre première ligne et notre deuxième ligne ont des vocations qui étaient différentes. Alors oui, on voulait une certaine production offensive de la part de la ligne de Sad O'Reilly et de Perron back in the days, parce que Perron n'est pas de retour. On voulait un apport offensif de cette équipe, de cette ligne-là, mais on leur donnait une vocation de jouer contre les meilleurs trios pour essayer de contrer les attaques des meilleurs trios. Alors que du côté de Buchnevich, Thomas et Tarasenko, ce qu'on voulait, c'était des points, créer de l'offensive. Alors, on garde cette ligne-là parce que ça l'a bien été l'année passée. Je vous ai d'ailleurs donné un exemple. Première saison à Saint-Louis pour Buchnevich, Pavel Buchnevich, meilleure saison en carrière. 76 matchs en 76 points en 73 matchs du côté de Buchnevich. Une très très bonne saison sur un point de vue offensif pour lui. Robert Thomas, le jeune joueur de centre très prometteur des Blues de Saint-Louis, 77 points en 72 matchs. Excellente saison pour Robert Thomas, excellente saison. Et dans le cas de Vladimir Tarasenko, qui est un joueur qui est un peu instable au niveau de sa production, mais 82 points en 75 matchs l'année passée. Bonne saison offensive pour ce qui est de Tarasenko aussi. D'ailleurs, c'est le meilleur pointeur de l'équipe et le meilleur buteur de l'équipe. Donc bref, c'est une première ligne qui est une première ligne qui fait mal offensivement du côté des Blues de Saint-Louis. Ensuite de ça, on tombe avec la deuxième ligne qui est une ligne qui va être un petit peu plus two-way, capable de produire offensivement, mais responsable dans sa zone, avec quand même une certaine présence. Là, on a Sad, 49 points 78 matchs l'année passée, un gars qui complémente relativement bien Ryan O'Reilly, 58 points en 78 matchs l'année passée. Ryan O'Reilly, qui est un joueur de centre responsable, souvent présent dans sa propre zone, il lit bien le jeu, une présence physique, il gagne ses mises au jeu. Fait que c'est un joueur qui est complet du côté de Ryan O'Reilly. Et là, on met le jeune Jordan Kyrou. Alors, Jordan Kyrou, un joueur qui est plus offensif, 75 points en 74 matchs l'année passée. C'est ridicule cette équipe-là. Il y a trop de joueurs qui ont fourni. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, bref. Fait que tu sais, t'es en business, là. Regarde la ligne de centre. Là, j'y vais avec Shan comme troisième centre, OK? 58 points en 62 matchs l'année passée. 77 points sur ma première ligne. 58 sur ma deuxième, troisième ligne. Si tu regardes au niveau de l'aile, 82 sur ma première, 75 sur ma deuxième. Aïe aïe, man, offensivement, c'est bon cette équipe-là. C'est super intéressant ce qu'on a du côté des Blues de Saint-Louis. Alors bref, Jordan Kyrou qui a connu une bonne saison l'année passée. Par contre, il a été utilisé plus avec Barbachev l'année passée qu'avec Sad et O'Reilly. Mais là, ici, dans le fond, c'est le départ de David Perron qui me force à mettre quelqu'un sur cette ligne-là. Puis Jordan Kyrou, vu son âge, vu sa progression, je pense que c'est lui qui mérite cette chance-là. Donc bref, on le met ici à l'aile droite avec Sad et O'Reilly dans mon top 6. Ensuite de ça, on y va avec mon bottom 6, mais encore là, ta troisième ligne est quand même assez solide et assez intéressante. On y va avec Barbachev, quand même 60 points en 81 matchs l'année passée. Meilleure saison en carrière pour Barbachev. Il a connu une bonne production offensive. Est-ce que ça dépendait en bonne partie de Jordan Kyrou? Oui. Mais ça ne veut pas dire que ça va se répéter encore, mais ça a été quand même une bonne saison l'année passée. Du côté de Shan, quand même 58 points, 62 matchs. Ramène ça en ratio points par match. Très intéressant. Il a même plus produit que Ryan O'Reilly en termes de ratio points par match. Il avoisine presque les 1 point par match, genre 94 peut-être. Là, quand je dis 94 ici, là, je veux dire c'est 1 point par match égale 100. Donc il est peut-être aux alentours de comme 94 ou 92 dans ces eaux-là. Là.
à 58 points, 62 matchs, donc bonne saison pour lui. Costin aussi, c'est un relativement jeune joueur, 9 points en 40 matchs l'année passée. Et puis là, par la suite, on tombe sur ma quatrième ligne. Alors, c'est là où j'ai décidé d'y aller avec l'expérience de Jake Neighbor. Donc, Jake Neighbor qui est un joueur de 20 ans, un ailier gauche qui a évolué essentiellement dans la Ligue de l'Ouest l'année passée, 30 matchs, 45 points. Il a évolué un peu dans la Ligue nationale, 2 points en 9 matchs pour ce qui est de Neighbor. C'est un joueur, entre autres, qui a une bonne présence, qui est une présence physique. Fait que oui, il est capable d'apporter de l'attaque, mais il est capable d'amener une bonne présence physique. Puis à ce moment-là, en termes de joueurs de profondeur, je pense que ça peut être intéressant d'avoir un gars comme Neighbor sur ta quatrième ligne, puis donner tranquillement le bain de saison complète dans la LNH. Je pense que ça commence bien, une bonne entrée pour lui au niveau de la LNH. Ensuite de ça, on a Logan Brown de 39 points, 39 matchs l'année passée, 11 points pour Logan Brown. Et on ferme le tout avec Noah Acciari, c'est 8 points en 20 matchs l'année passée chez les Panthers de la Floride. En termes de scratch, on y va avec Walker et Highmore. Highmore nous arrive de Vancouver. Au niveau des paires de défenseurs, ben, ça encore là, c'est j'étais un peu avec le même principe, c'est-à-dire qu'on a déjà une recette gagnante du côté des Blues de Saint-Louis, fait qu'on va pas réinventer la roue, on va y aller avec quelque chose qui marche. Alors en termes de première paire, on y va avec Torrey Krug et Falk qui ont connu une bonne saison l'année passée. Ce qui est dommage, c'est que Krug a été blessé. Il a joué uniquement 64 matchs, mais quand même 43 points 64 matchs l'année passée. Une bonne saison au niveau de sa production offensive. C'est qu'on va dire, le gars il est tout petit, mais une bonne présence physique aussi parce qu'il est dérangeant à sa façon. C'est un gars qui patine beaucoup et ça c'est intéressant. Falk, une très bonne saison sur un point de vue offensif. 47 points en 76 matchs l'année passée. C'est une ligne qui a bien fonctionné l'année passée. C'est une paire, excuse, qui a bien fonctionné l'année passée puis qui a été une des plus utilisées. On retourne avec ça. Son différentiel, là, je me souviens plus, je pense qu'ils sont à plus 10 les deux ensemble ou quelque chose comme ça. Fait qu'ils ont un bon différentiel. Là, ça me fuck un petit peu, c'est au niveau que Marco Scandella est blessé. Et on ne sait pas jusqu'à quand. Donc, ça, c'est un problème parce que là, à ce moment-là, lui, il jouait surtout avec Parayko. Donc, j'ai monté Nick Lady, qui est quand même un défenseur d'expérience. 24 points l'année passée en 75 matchs pour Nick Lady. Puis Nick Lady a quand même connu beaucoup de choses au niveau de la LNH. Son expérience est poussée. Fait que je trouve ça quand même intéressant. Reste que c'est une organisation qui a déjà gagné la Coupe cette année. Il y a beaucoup de joueurs là-dedans qui ont touché à la Coupe. Fait que bref, ça fit à peu près dans le moule. On va y aller comme ça. Parayko, lui, c'est 35 points en 80 matchs l'année passée, mais il reste que c'était les défenseurs qui ont été le plus utilisés, là, Parayko, Falk, Krug. C'était les défenseurs qui ont été le plus utilisés en termes de moyenne de minutes par match l'année passée. On a confiance en eux, on revient avec ça, puis on y va avec un bon gars expérimenté pour entrer dans mon top 4. Ce qui fait que ça me laisse au niveau de ma dernière paire un peu plus de lousse. C'est là où moi j'aurais aimé mettre Perunovic, mais je ne peux pas le mettre parce que je ne sais pas quand il revient. Donc on y va avec Mikola, c'est 13 points en 54 matchs l'année passée, et Bertuzzo, 6 points en 73 matchs l'année passée. Une présence physique avec un certain style défensif. Alors au niveau des gardiens de but, ben là, on a pris la décision de laisser partir Ville Husso. C'est une décision qui se respecte. On est passé d'un jeune gardien à un gardien moins jeune. Mais je crois que ce qui a amené à cette décision-là du côté des Blues de Saint-Louis, on a été chercher Thomas Greiss. Puis lui nous arrive de Détroit. Mais Thomas Greiss, 36 ans. Beaucoup d'expérience dans la LNH. Puis c'est un gars qui a assez, même encore là, l'année passée non, mais l'autre année d'avant avec les Red Wings, 912 d'efficacité peut-être. C'est un gars qui a eu certaines saisons à 920 d'efficacité. On se rappelle quand il était avec les Islanders, c'était un bon duo de gardiens qu'on avait du côté des Islanders et Thomas Greiss en faisait partie. Donc là, si on a un duo de gardiens avec Bennington et Greiss, ben, on a deux gars d'expérience qui sont. Bennington n'est pas stable, Greiss est plus stable au niveau de ses performances. Mais Bennington a l'air de triper en série. Fait que au pire, on se fait un tandem en saison régulière, on partage la tâche entre les deux, puis rendu en série, c'est Bennington notre partant. Et ce qui amène à cette décision-là des Blues de Saint-Louis, d'après moi, c'est lui. Offer. Alors, Offer, on parle d'un jeune gardien de but de 22 ans, choix de quatrième ronde de la part des Blues de Saint-Louis. Ses statistiques au niveau LNH sont pas très tape à l'œil. 2 matchs, 3.08, 880 d'efficacité. Mais au niveau de la Ligue américaine, Offer, l'année passée, 39 matchs, 2.96, 905. Là, tu te dis, bonne saison au niveau de la Ligue américaine, mais c'est-tu vraiment suffisant pour dire on laisse aller Ville Husso? Peut-être qu'on ne voulait pas le payer aussi, là. Il y a peut-être un aspect d'argent là-dedans. Mais le future is bright avec Hoover. Parce qu'en séries éliminatoires, 10 matchs, 2,56 de moyenne, 934 avec les Thunderbirds. On l'a vu contre le Rocket. Salaud! Fait il a connu des bonnes séries éliminatoires, puis il a connu une bonne saison régulière au niveau de la Ligue américaine. Fait que je pense que les Blues de Saint-Louis se disent que c'est le projet qu'on va travailler d'avenir.
Bennington, sa carrière n'est pas encore finie. Là. Grice il est un petit peu plus vieux, mais Bennington, non. Fait que probablement qu'on va prendre notre temps de bien développer au fur. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Parce que quand vous regardez les autres gardiens de but, c'est des gardiens avec des choix plus tardifs au repêchage. Fait que quatrième ronde, c'est quand même loin, me direz-vous, là, mais c'est quand même. En tout cas, bref, il a relativement bien fait l'année passée dans la Ligue américaine. Alors, je pense que si on a laissé partir Housseau, ben, c'est parce qu'on a opté pour un gardien de but d'expérience pour gagner une coupe probablement dès cette année. Là, on vise la coupe à court terme du côté de Saint-Louis. Puis peut-être parce qu'on voit ce gardien-là comme étant notre futur du côté du Blues de Saint-Louis. Donc Jordan Bennington en saison régulière l'année passée, c'est 37 matchs, 3.13, 901 en termes d'efficacité. Mais comme je vous ai mentionné, il a été fumant en séries éliminatoires avec 6 matchs, 1.72, 949 d'efficacité pour Jordan Bennington. Mais en saison régulière, il y avait des bons matchs, des très mauvais matchs. Des bons matchs, des très mauvais matchs. Puis c'était instable comme ça pour Jordan Bennington. Fait que si c'est un point positif, on vient comme contrebalancer, positif, négatif. Thomas Greiss, lui, c'est un gardien de but généralement qui est stable au niveau de ses performances. Fait que c'est un gardien de but qui devrait, avec un style défensif, là, parce que cette équipe-là, on s'entend, là, les Red Wings, c'est pas le modèle de la défensive, mettons. Fait qu'avec une équipe plus défensive, Thomas Greiss devrait retourner dans les 910-920 d'efficacité. Puis je pense que c'est amplement suffisant pour cette équipe-là pour gagner des matchs parce que 3,77 en termes de moyenne de but marqué, tu n'as pas besoin d'un gardien de but qui a 940 d'efficacité. T'sais. Fait que Thomas Greiss qui va être probablement l'auxiliaire, mais on va peut-être faire un tandem en saison régulière. 31 matchs l'année passée chez les Red Wings, 3,66, 891 d'efficacité. Mais dans son cas, à lui, il avait connu une saison de 900 quelque chose. Je pense que c'était 911 la saison d'avant avec les Red Wings. Fait que l'année passée, ça a été un peu plus difficile pour Thomas Greiss, mais il reste quand même que c'est un gardien de but généralement qui est assez stable et que sa réputation est faite dans la LNH comme étant un gars très professionnel et à son affaire. Donc bref, c'est ça pour ce qui est de l'aperçu des Blues de Saint-Louis. Il n'y a pas énormément de choses. Je vous rappelle mon code de couleur. Les noms en rouge, c'est les gars qui ont été rajoutés. Les noms en vert, c'est les espoirs qu'on intègre à la formation. Il y a un de mes espoirs qui est blessé, je ne peux pas l'intégrer. Puis sinon, après ça, les joueurs à ajouter, c'est des joueurs de profondeur. À part peut-être Thomas Greiss, mais sinon, le reste, c'est des joueurs de profondeur. Fait que cette organisation-là a bien fait l'année passée. C'est une organisation qui a fait partie des meilleures organisations sur un point de vue offensif, sur un point de vue défensif et sur un point de vue unité spéciale. En plus d'être l'équipe qui a donné le plus de fil à retordre à l'équipe championne en titre. Écoute, c'est une équipe qui va être encore performante cette année. Pour moi, les Blues de Saint-Louis font partie des Cup Contenders dans la conférence de l'Ouest. Alors, c'est une équipe que je vois amplement en série, potentiellement même dans le corridor, peut-être même challenger pour la Coupe Stanley. Alors, d'après vous, les Blues de Saint-Louis vont terminer où? Est-ce que c'est une équipe qui peut aspirer à être dans le corridor? Est-ce que c'est une équipe, d'après vous, qui va se battre pour une place en série ou qui fait même pas les séries? Who knows? Votre opinion vous appartient. Alors, faites-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez au travers des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, on y fait un petit j'aime, on partage aussi pour qu'on soit un maximum de hockey fans à se jaser de hockey. Et quand on s'abonne, on active la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent pour la saison 2022-2023 de la LNH. Sur ce, je vous dis un gros merci d'avoir regardé ma vidéo et on se revoit très bientôt. Bye bye.